Sans plus tarder, je vous présente Bruno Chabot, qui est conseiller technique en horticulture chez Gloco, enseignant au Centre de formation horticole de Laval et aussi un de nos chers administrateurs à la SQP. Il nous présente donc son webinaire intitulé Horticole ou indigène, un choix majeur pour la biodiversité et l'acceptabilité sociale des phytotechnologies. Merci Cynthia. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent en aussi grand nombre. C'est quand même, je pense, un sujet qui vient rejoindre plusieurs personnes dans différentes sphères d'activité liées en horticulture de proche ou de loin. Puis aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est des éléments qu'on a souvent rencontrés sur plusieurs projets. Et c'est surtout mettre en lumière les points importants, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il peut y avoir dans un choix dans les plantes qui vont être soit indigènes ou horticoles et surtout amener tout ça au niveau de l'acceptabilité sociale, hein, un mot qui devient de plus en plus très à la mode, mais je pense que aussi on en est conscient qu'on veut que ce soit accepté par l'ensemble de la population. Donc, on va débuter parce que, bien évidemment, on a une période qui est quand même relativement courte pour parler de ce sujet-là. On peut en parler pendant très longtemps. Donc, je vais réserver une courte période à la fin pour les questions. Bien sûr, la présentation que je fais aujourd'hui, elle est principalement, je vous dirais, sommaire du fait que j'entrerai pas trop dans les détails pour faire en sorte de permettre de comprendre comme il faut de ce on va discuter. Et advenant le cas, bien, les gens qui veulent en savoir davantage, on offre des formations de l'entreprise pour laquelle je travaille chez Gloco. On offre des formations pour permettre d'en connaître davantage. Donc, on va débuter. C'est simple, je vais vous présenter le plan du webinaire. Eh bien, et voici. Donc, excusez, il y a un petit délai. Donc, le but aujourd'hui, c'est simple. Moi, ce que je veux vous amener, c'est de réfléchir en arrêt de tout ça parce que on entend souvent parler de plein de projets, comme je le disais un peu plus tôt, du fait qu'on va avoir des plantes indigènes. Il y a beaucoup de biologistes qui vont focuser sur les plantes indigènes, mais je vais vous amener à comprendre quels sont les choix qui, à mon sens, vont permettre d'avoir des meilleurs résultats et qui va surtout vous permettre vous-même d'avoir des meilleurs résultats. Parce que je pense que ce que vous devez bien sûr réaliser, et ça c'est une des bases à laquelle pourquoi le webinaire a été conçu, c'est qu'on voit des projets qui sont partis de la bonne intention et finalement quand les gens veulent le présenter à des nouveaux clients, eh bien ils vont dire voici ce qu'on a réalisé à tel endroit. Malheureusement, ça peut ressembler avec le temps un petit peu à des champs de mauvaises herbes et c'est pas ça sur lequel on veut mettre notre identité. On veut que ce soit des projets qui soient réalisés, mais surtout qui vont perdurer dans le temps. Donc, je vais vous parler bien sûr de différents éléments, puis vous allez voir, ça va être très, très simple. On va commencer par le choix des semences. Je vais parler principalement aujourd'hui du choix des semences, du fait que c'est notre spécialité où ce que je travaille, mais ça inclut également le choix des plantes qui sont faites en pot, donc en production. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le choix des semences, on dit souvent pourquoi indigène, pourquoi horticole. Eh bien, je vais vous parler du côté visuel. Je vais vous parler, bien sûr, des floraisons. On va regarder le taux de germination, le taux de pureté. Ouais, qu'est-ce que ça peut être au travers de tout ça? Bien évidemment, je vais souligner un petit peu le concept des disponibilités. On va à peine effleurer le point du coût et l'idée de pourquoi l'un ou l'autre. Pourquoi plus des indigènes ou des horticoles? Et de là, pour vous aider à comprendre un petit peu plus, je vais vous parler qu'est-ce qu'un projet qui va être à court moyen terme au niveau de l'implantation de certaines semences ou qu'est-ce qui va être du long terme. Donc, l'idée, c'est de le définir comme il faut pour le comprendre. Ça veut dire qu'il va vous permettre de faire un choix plus éclairé. Je vais vous donner des techniques d'application. Ça va être très sommaire, mais vous allez voir, puis ça va vous permettre d'éclaircir certains questionnements que vous pourriez avoir. Il va y avoir, bien sûr, le temps d'implantation. Savoir si, est-ce que c'est sans entretien? Parce que souvent, ce qu'on entend dire, les gens ils nous disent, oh, on veut mettre quelque chose, puis finalement, on veut plus avoir d'entretien. Mais encore là, je vais y répondre, puis je pense que vous allez pouvoir y répondre vous-même au fur et à mesure que le webinaire va avancer. Et je vais vous amener aussi des points sur les erreurs à éviter.
On va parler des conditions gagnantes pour que ce qu'on veut, bien évidemment, c'est que notre projet soit une belle réussite. Et je vais revenir sur le concept de l'acceptabilité sociale en arrière de tout ça. Donc, on va débuter. On y va avec Indien horticole. Ouais, on va les définir un petit peu, puis on va aller voir c'est quoi, à notre sens, la différence entre les Indiens horticoles. Bon, si on commence, côté visuel, dans les indigènes, c'est des belles plantes, c'est des plantes qui sont primordiales puis qu'on doit inclure dans nos projets. Donc, comprenez bien, c'est une bonne idée d'intégrer des indigènes, mais pour certains, ça peut ressembler un petit peu à des mauvaises herbes. Ça veut dire que le côté visuel peut avoir un aspect pour certains négatif, bien que plus ça va, plus on avance dans le temps, les gens comprennent l'importance des indigènes. Puis quand je vous parle des gens, je parle bien sûr de la majorité des citoyens et non les gens qui sont plus habitués comme nous dans le domaine de l'horticulture ou des différents projets en lien avec ces implantations-là. Bien évidemment, on a des floraisons, mais dans certains cas, les floraisons sont un petit peu plus courtes et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer par la suite. On parle du taux de pureté, le taux de germination qui est à déterminer. Malheureusement, dans souvent des cas, on n'est pas capable de l'avoir. C'est très indéterminé et c'est ce qui peut permettre d'avoir un projet qui va donner un beau résultat. Quand je parle du taux de germination, c'est que dans l'industrie, il y a une possibilité de vérifier si on a une production avec un taux de germination X de 50, 60, 80 ou 90 de taux de germination. C'est ce qui va nous permettre de savoir si le produit va donner un bon résultat une fois qu'il va être mis sur le terrain dans les bonnes conditions, bien évidemment, si on fait les bonnes choses. Donc, quand on parle de plantes indigènes, malheureusement, encore aujourd'hui, ça arrive trop souvent qu'on n'est pas capable d'avoir une précision claire sur le taux de germination. De l'autre élément, bien, ça amène à vous parler de la disponibilité qui malheureusement est trop restreinte. Pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup de projets sur lesquels on met l'emphase des plantes indigènes et pas le fait de mettre des plantes horticoles. L'idée, comme je vous le dis à la base, est excellente. Cependant, il faut comprendre que au Québec, on est relativement limité au niveau de la production, que ce soit des plantes en pot, mais que ce soit surtout des semences d'avoir des variétés qui sont indigènes. Pas des variétés, mais des plantes qui sont indigènes. Et ça, bien évidemment, ça nous fait questionner. Puis il y a aussi cette question-là avec les gens de Québec vert, amener nos gouvernements à investir pour permettre d'avoir davantage de producteurs qui vont pouvoir faire des plantes indigènes parce qu'on en connaît les bienfaits. Et ça, c'est important. Mais ça l'amène que présentement, selon les projets, on peut avoir de la difficulté à avoir certaines plantes ou certaines semences quand on va choisir des indigènes. Et ça, il faut en tenir compte, puis surtout s'informer avant de faire le projet pour voir la disponibilité parce que certains sont déçus au moment où ils viennent pour réaliser le projet parce qu'ils sont pas capables d'avoir ce qu'ils avaient prévu à la base. Et ça l'amène un élément que, encore aujourd'hui, ça peut avoir des prix qui sont plus élevés. Ça y va selon la logique normale de l'offre et la demande. De l'autre côté, si on s'en va sur les variétés horticoles, ben, il faut comprendre que c'est un côté visuel qui souvent est plus accepté parce que ça rejoint davantage les citoyens, c'est-à-dire des choses qui sont habitués de voir, bien évidemment, dans les plantes qu'on va retrouver dans les centres jardins, dans les revues ou dans d'autres endroits. Fait que ça a un petit côté visuel qui est bien évidemment plus accepté. La beauté, c'est qu'on peut avoir des floraisons qui sont prolongées parce que ce sont des variétés horticoles qui, avec le temps, ont été travaillées. Et là, je tiens à mentionner un élément. Quand on parle de variétés horticoles, c'est bien sûr de faire attention au niveau des variétés qui deviendraient envahissantes. Là, c'est clair qu'on est en 2024. Il y a des éléments qu'on a réalisés avec le temps avec certaines variétés horticoles qui sont devenues un petit peu plus, je dirais, contraignantes du fait qu'ils ont pris plus d'espace que prévu, sans nécessairement dire qu'ils sont devenus envahissantes. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2035 ou en 2050, notre verbatim va être différent du fait qu'on va dire on s'est rendu compte que certaines variétés qu'on aurait peut-être dû moins utiliser. Mais la beauté, c'est qu'avec les connaissances qu'on a actuellement, on est capable de savoir en bonne partie quelles sont les bonnes variétés horticoles à utiliser dans les différents projets. Et bien sûr, ça amène au niveau d'une plus grande sélection. C'est clair, ça nous permet d'avoir une plus grande sélection, que ce soit au niveau des hauteurs, des périodes de floraison, des durées de floraison, des résistances à différents éléments. Fait que c'est clair que cette grande sélection-là est avantageuse pour nous autres. Et du côté, comme je le mentionnais
un petit peu plus tôt, la pureté, la germination, souvent il est beaucoup plus élevé parce que, bien sûr, il est mieux contrôlé. Et n'importe quel producteur qui veut se démarquer va s'assurer d'avoir un taux de germination plus élevé pour faire en sorte qu'on va s'assurer que lorsqu'on va le mettre sur un terrain, bien, on va avoir une bonne prise. Et le dernier point, c'est clair qu'on a une grande disponibilité parce qu'on est capable de les avoir dans plein d'endroits, pas seulement au Québec, mais que ce soit en Amérique du Nord, mais même en Europe, on est capable de l'avoir dans différentes places, qui fait en sorte qu'on a une plus grande disponibilité. Bon, là, ça amène à poser la question. On dit indigène, horticole, ouais, finalement, c'est quoi le bon choix? Eh bien, moi, je voulais vous amener à juste vous poser la question. Et ce que j'amène en arrière de tout ça, eh bien, c'est simple. Moi, je pense que le meilleur des deux mondes, c'est d'inclure autant les plantes horticoles que les plantes indigènes. Quand il y a eu, au printemps dernier, on a parlé dans différents colloques, mais sur le colloque principalement sur la biodiversité, c'est un petit peu ce qui est ressorti du fait qu'on focus peut-être un peu trop davantage sur plein de projets actuellement, uniquement les indigènes. Mais l'idée, c'est d'intégrer peut-être les deux pour se donner une plus grande flexibilité, mais surtout une plus grande réussite au niveau de plein de points importants. Parce que si on regarde au niveau de combiner les deux, mais c'est clair qu'on a une grande possibilité d'avoir une floraison qui va être prolongée. Bien évidemment, c'est clair qu'on va avoir aussi une plus grande diversité. Et là, c'est ce qu'on recherche tout le monde. On en parle, l'importance de la diversité, mais pas juste la bio, mais la diversité au niveau horticole ou indigène. C'est clair que plus on en a, plus ça va être bénéfique. De là, c'est que c'est pas juste bénéfique pour une personne, mais c'est bénéfique pour le bien de tous et également pour la nature. Ce qu'on veut, c'est d'éviter les monocultures et on veut propager cette bonne nouvelle-là, d'amener davantage de diversité. L'autre élément pour terminer, c'est qu'on se donne bien sûr le maximum de chances qu'il y ait une plus grande majorité des gens qui vont l'accepter. Et ça, c'est un point hyper important. Je vois beaucoup de projets que les gens veulent mettre sur la table pour les faire réaliser. Et un point souvent qui va être peut-être moins, je dirais, précis, c'est au niveau de l'acceptabilité. Donc, c'est un élément qui est à tenir compte de façon considérable. Maintenant, pour bien comprendre, je vous ai parlé un petit peu plus tôt qu'on parlait des différents types qu'on va parler à court terme, court, moyen terme, qu'on va appeler, et les longs termes. Mais là, je vais vous amener à les comprendre et à les différencier parce que pour certains, c'est pas nécessairement clair et ça va vous aider, je suis convaincu, par rapport à ce que je vais vous mentionner là. Donc, quand on parle dans les courts moyen termes, ce que nous autres, on appelle souvent un pré fleuri, eh bien, il faut comprendre qu'il est composé de fleurs annuelles et de fleurs vivaces. Bien sûr, c'est ce qui va être important de comprendre. Ici, je vous parle principalement de variétés qui vont être horticoles. À ça, on va inclure aussi des graminées, des types de fétuques qui vont être incorporés dans ça. La beauté de ça, c'est que ça va vous donner des fleurs dès la première année. Parce que je vous parle d'annuels, donc les annuels, quand on va les implanter, ils vont avoir la possibilité de pousser, mais surtout de fleurir dès la première année. On parle d'une durée de vie qui va être moyenne de 2 à 5 ans. Pourquoi? Ben, ça va être en fonction des entretiens qui vont être faits. Est-ce que par la suite, on va amener un sursemis qui va nous permettre de densifier puis de maintenir tout ça? C'est ce qui va faire en sorte que ça va pouvoir ou non perdurer dans le temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ça, on va parler qu'il n'y a pas de tonte qui est nécessaire du fait que si on en fait une, ça va être une fauche qui va être à l'automne. L'idée de cette fauche à l'automne-là est très simple. C'est que ce qu'on veut, c'est permettre aux annuels qui vont être montés en fleurs, donc par la suite, à la fin de la saison, en graines, eh bien, on veut qu'ils se retrouvent au niveau du sol pour pouvoir se ressemer naturellement et perdurer par la suite. Bien sûr, pour bonifier tout ça, bonifier la floraison, l'idée, c'est qu'on propose de faire un sursemis en dormance qui va être fait idéalement soit en novembre, donc en période de dormance, et on peut le faire pour la première année, tout simplement, ou à la deuxième année, c'est que là, on va y aller au printemps. Puis l'idée, c'est d'augmenter les annuels. Les annuels ont un petit peu le but, à quelque part, de servir de plante-abri. L'idée, c'est de végétaliser rapidement les espaces et éviter qu'il y ait des mauvaises herbes, des indésirables ou des adventices qui vont venir s'intégrer dans notre projet.
Et l'idée de tout ça, au travers de tout ça, c'est de comprendre qu'on ne doit jamais y aller à la pleine capacité du taux de semis. C'est-à-dire, je donne un exemple, mettons qu'on va vous mentionner qu'on devrait avoir 170 kilos à l'hectare, eh bien, on va y aller avec un 25, maximum 30 de cette quantité-là pour pouvoir venir faire un sursemis. L'idée, c'est de combler les espaces vides pour encore là éviter qu'il y ait des indésirables qui viennent s'intégrer. Le coût en arrêt de ça? Assez surprenant, pas très élevé. On parle de quelques dizaines de sous au travers de tout ça au niveau des pieds carrés. Fait que c'est un produit qui est relativement abordable. Si on s'en va dans le côté des plus longs termes, que nous autres, on va appeler des prairies et non juste un pré fleuri, eh bien, les prairies, vous devez comprendre qu'elles sont composées de fleurs vivaces, donc des plantes de long terme et de plusieurs types de graminées qui, elles aussi, vont être vivaces. L'idée en arrière de tout ça, et là, je veux faire la nette distinction, de comprendre que ça prend jusqu'à 3 ans avant de s'établir de façon durable et qu'elles deviennent matures. Je vais vous montrer des photos un petit peu plus loin dans la présentation et vous allez voir, ça parle toute seule quand vous allez comprendre qu'est-ce que ça a l'air la première, la deuxième et la troisième année. Et ça, il va falloir l'expliquer clairement à l'ensemble des clients à qui vous allez présenter le projet. Donc, en arrière de ça, on va avoir un résultat visible la deuxième année, parce que la première année, on va avoir seulement, dans bien des cas, les graminées qui vont commencer à s'installer. Et là, on va avoir à la troisième année la floraison pleine capacité qui va s'installer, c'est-à-dire la belle floraison et la biodiversité. La durée de vie, une fois qu'elle est implantée, après ces 3 ans complets-là, eh bien, on va parler de plusieurs générations. Et c'est ça qui est intéressant. L'entretien, on va parler de 1 à 2 fauchages par année, surtout les 2 premières années au niveau de l'implantation, parce que qu'est-ce qu'on veut faire au niveau du fauchage, ça va te permettre de densifier les plantes, surtout venir couper les plantes indésirables qui vont avoir commencé à s'implanter, les adventices ou les mauvaises herbes, appelez-les comme vous voulez, mais faire en sorte qu'ils ne puissent pas monter en graines et se ressemer naturellement. Parce que dans bien des cas, c'est ce qu'on va retrouver sur plusieurs projets. De là, on va vous suggérer de faire l'ajout d'une plante abri. Une plante abri, je vais revenir sur cet élément-là tantôt quand on va faire le semis. Et un des éléments qui va permettre d'avoir une plus grande acceptabilité sociale, eh bien, c'est clair qu'il faut mettre des panneaux d'identification pour pouvoir permettre aux gens qui vont se promener ou qui vont voir ce projet-là, comprendre que ça va prendre jusqu'à 3 ans d'implantation avant d'avoir sa pleine capacité. Pas d'indication, pas d'affichage, je vous le dis. Ceux qui vont travailler sur des projets comme ça et qui vont vouloir les implanter, malheureusement, vont avoir beaucoup de gens qui vont être rébarbatifs parce que pour eux autres, au début, ça va avoir l'air d'un champ de mauvaises herbes. De là, les prix, faut comprendre que bien sûr, c'est un petit peu plus élevé parce que ce sont des mélanges qui ont été élaborés, qui ont été travaillés, mais dans bien des cas, il va y avoir des semences dans ça qui peuvent être horticoles, mais dans beaucoup de cas, ils vont être indigènes. Et il peut même y avoir des semences qui sont récoltées à la main, d'où la raison des prix qui sont plus élevés. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est un pré fleuri quand on parle d'un cours à moyen terme. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que ce qu'on veut en faisant un pré fleuri comme ça, c'est de créer une biodiversité rapidement. C'est simple. Bien sûr, la beauté, c'est qu'on va avoir un impact visuel dès la première année parce que, comme je vous le mentionnais, les annuels vont faire leur éclore, vont éclore la première année, vont pousser et vont donner leur beauté. C'est ça qui est intéressant et ça permet d'avoir quelque chose qui va permettre aux gens d'avoir un résultat qui va être assez flamboyant dès la première année. C'est une installation qui est relativement facile. On a bien sûr travaillé sur un guide Cynthia va vous mettre le lien un petit peu plus tard dans le chat, mais le guide va vous permettre de comprendre comment on peut faire l'installation de tous ces types de mélanges-là. L'idée aussi, c'est de fleurir rapidement une aire déterminée parce que quand on parle de court à moyen terme, eh bien, c'est d'avoir un résultat qui est rapide. Et bien sûr, en arrière de tout ça, on va attirer énormément de pollinisateurs toute la saison. On parle que ça nécessite moins d'entretien ou beaucoup moins d'entretien, mais j'ai pas dit sans entretien, mais ça vient limiter l'entretien au niveau de la saison et ça, c'est un élément qui est très important.
Et comme je vous le disais, ça vient amener un impact visuel rapidement parce que majoritairement, au bout de la cinquième et sixième semaine d'implantation, on va commencer à avoir des fleurs. Donc, c'est vraiment intéressant comme produit résultat. Puis là, ben, pour vous donner un petit peu un avant-goût, j'ai mis une photo là, mais je vais vous montrer d'autres projets qui ont été réalisés pour vous donner un aperçu de ce que ça peut ressembler. Par contre, il faut savoir qu'il y a différentes techniques pour pouvoir faire l'application de ces différents mélanges-là. Eh bien, on va en parler. On a les ensemencements qui peuvent être faits de façon manuelle. Manuel, bon, bien sûr, on peut le faire à la volée, à la main comme ça, mais on peut bien sûr le faire aussi avec un épandeur rotatif, là, le même type d'épandeur qu'on va utiliser pour mettre de l'engrais sur un terrain. L'autre technique, on parle aussi d'ensemencement hydraulique. Eh bien, ça, c'est simple pour ceux qui connaissent pas cette technique-là. C'est une citerne dans laquelle on va mettre la semence, on va mettre de l'eau, on va mettre un paillis et dans certains cas, on peut incorporer, bon, des agents liants qui peuvent être de la colle si jamais il y a des situations un peu plus en pente. On peut même intégrer de l'engrais et on va le mettre dans un mauvais langage en français ou plus en québécois. On va le shooter sur le terrain pour l'étendre de façon assez uniforme et faire en sorte que ça va pouvoir donner le résultat. Donc, je veux que vous puissiez comprendre un petit peu la différence entre les deux. Fait que je vais démystifier ça. Puis là, encore là, j'embarquerai pas nécessairement trop dans les détails parce que le temps avance quand même relativement vite et je veux vous parler de plein de choses au travers du webinaire. Fait que quand on parle de l'ensemencement manuel, eh bien, je vais vous référer au guide pour préparer le sol parce que bien évidemment, selon les types de produits qu'on va utiliser, on peut vous faire différentes recommandations. On peut parler d'ajout de terre, de travailler le sol directement sur place. On peut faire des amendements, ajouter des composts, ajouter, rectifier les différents éléments au niveau du sol. Fait que ça, je vais vous recommander plus de suivre le guide. Mais je veux mettre l'emphase sur un point qui est essentiel et d'inclure surtout dans les devis parce que dans bien des cas, on le voit que c'est oublié. On pense que la nature va faire son œuvre. Eh bien, comprenez qu'en arrêt de ça, il n'y a rien qui va pouvoir bien s'implanter si on ne permet pas d'avoir un sol qui va être arrosé de façon quotidienne pour les 2 à 3 premières semaines. C'est important, faut le mettre dans le devis et pas uniquement se fier à une pluie ou du moins espérer qu'il va y avoir de la pluie parce que quand on fait ça, on a des résultats qui sont pas tout à fait à l'image de ce qu'on s'attend. Et une fois que le mélange est bien implanté, après ces 2, 3 semaines-là de façon régulière, eh bien, on va laisser faire la nature. C'est ça la beauté. Mais c'est clair que si on a des périodes de sécheresse qui pourraient être prolongées, donc des périodes sans pluie, ben, peut-être qu'on peut donner un petit coup de main parce que c'est évident de comprendre qu'il y a beaucoup de plantes là-dedans qui vont être très jeunes. Et si on veut leur permettre d'aller chercher un enracinement en profondeur, eh bien, on va faire des bons arrosages pour faire en sorte qu'ils vont perdurer dans le temps. Si on s'en va du côté de l'ensemencement hydraulique, encore là, je vais vous recommander de suivre le guide qui va être disponible dans le lien un petit peu plus tard dans la présentation. Mais un point qui arrive régulièrement, c'est qu'on a la mention des gens qui nous disent, il me semble que j'ai pas autant de floraison auxquelles je m'attendais. Bien sûr, ça peut arriver et les bons hydroensemenceurs vont faire la bonne technique. Ils vont s'assurer de rincer la citerne pour récupérer les semences qui vont avoir collé à la paroi interne. Il y a souvent des petites semences, des minuscules semences qui pourraient coller à la paroi. Et ça, c'est important de s'assurer de le rincer et de le répartir sur le terrain pour être certain d'aller chercher le maximum de semences qui vont se retrouver au niveau du sol. Quand on le fait de façon manuelle ou avec un épandeur rotatif, c'est facile de contrôler ces semences-là. Quand on est dans une citerne, bien malheureusement, c'est un des éléments qu'il faut porter attention. Je reviens encore à la même chose, c'est pas à cause qu'on a utilisé un ensemencement hydraulique puis qu'on l'a mélangé avec un paillis, le mulch qu'on appelle dans le langage, eh bien, il faut quand même s'assurer de conserver le sol humide pour les 2, 3 premières semaines. Donc, oui, il faut faire la part d'eau. Oui, le paillis va aider à garder cette humidité-là, mais si on ne le fait pas pour les 2, 3 premières semaines, encore là, on n'aura pas de bons résultats. Et je reviens sur le dernier point, c'est une fois que les semences vont avoir germé, eh bien, on laisse faire la nature, c'est bien évident. Encore là, à quel moment de la saison on va être mieux de faire l'implantation?
Ben, c'est une question qui revient fréquemment et on va y répondre. C'est simple. Quand on parle de ces mélanges-là qui sont composés, comme je vous le disais, d'annuels, de vivaces et de bisannuels, eh bien, on va suggérer de le faire au printemps jusqu'à la fin juillet. Bon, encore là, il y en a qui me disent, ouais, fin juillet, c'est loin. Oui, mais ça va dépendre dans quel secteur du Québec que vous êtes. Fait que c'est sûr que quand on est dans une région un peu plus éloignée, eh bien, non, on le fera peut-être pas au mois de mai parce qu'il y en a qui ont peut-être encore de la neige, mais attendre à la fin juillet, ça se peut qu'il soit un petit peu trop tard. L'idée, c'est qu'on veut donner le maximum de chance aux annuels de profiter pleinement, c'est-à-dire de pas juste germer, mais de fleurir et surtout, dans le meilleur des mondes, de monter en graines parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent monter en graines, retomber au niveau du sol et repartir l'année suivante. L'idée aussi, c'est qu'on veut se donner un impact visuel rapidement parce que, en principe, si on laisse un sol à nu, vous le savez comme moi, que la plupart du temps, il y a une forte possibilité où il y a des mauvaises herbes, des indésirables qui vont se mettre à pousser. Donc, on va le faire le plus tôt possible, quand c'est bien évidemment possible selon le projet. Et on veut donner également le temps aux vivaces de s'implanter correctement avant l'arrivée de l'hiver. Si on le fait à l'automne, il faut comprendre qu'à l'automne, eh bien, si vous mettez un mélange qui est composé d'annuels et que vous le metteriez, exemple, au mois de septembre, eh bien, oui, ça va se mettre à pousser, mais la fleur n'a pas le temps de monter en graines et de se ressemer. Et fort possiblement que les vivaces auront peut-être pas le temps de s'implanter adéquatement pour réussir à bien passer l'hiver et revenir à 100% l'année prochaine. Donc, ce qu'on suggère plus à l'automne, c'est de le faire dans une période qui est appelée semi de dormance, donc dans la période de dormance. Et, règle générale, quand on est Montréal, on va parler souvent après le 4 ou le 5 novembre. Bon, exceptionnellement, cette année, ça aurait été un petit peu plus tard, mais il faut s'assurer surtout que le sol va être à moins de 10 degrés Celsius, parce que dès qu'on est en bas de cette température-là, il n'y a aucune plante qui va se mettre à germer, aucune graine qui va se mettre à germer, et ils vont rester en dormance jusqu'au printemps suivant pour repartir dans les bonnes conditions, c'est-à-dire quand le sol va se réchauffer et avoir bien sûr assez d'humidité. C'est une saison qui est importante de comprendre, à moins d'utiliser de l'hydroensemencement, mais si vous avez des terrains qui sont en pente moindrement prononcée, eh bien moi je vous le dis, c'est pas la bonne période pour implanter un mélange. Si on le fait surtout à la volée ou encore avec un épandeur rotatif, on va attendre au printemps suivant parce que l'érosion est trop possible à ce niveau-là et ça va faire en sorte de ne pas donner euh, un bon résultat. Bon, on revient souvent avec l'élément du fait que je veux quelque chose sans entretien. Oui, sans entretien. On s'entend que dès qu'on parle de plantes, on parle de nature, sans entretien, je pense que ça fonctionne pas l'un avec l'autre. Eh bien, sans entretien, moi, j'aurais plus tendance à dire demande moins d'entretien, mais une fois implanté. Faut se donner la chance que notre projet puisse prendre place, que nos semis puissent s'implanter adéquatement. Et c'est là où c'est important de le comprendre. Donc, on va contrôler nos mauvaises herbes adventices, adventive. J'ai été chercher les éléments dans le dictionnaire, puis là, les gens se contredisent un petit peu, mais l'idée, c'est d'éviter d'avoir des mauvaises herbes, des indésirables. On va possiblement avoir à faire un sursemis si c'est nécessaire, s'il y a des endroits qui sont dégarnis. On peut peut-être avoir à éclaircir si jamais les personnes n'ont pas respecté le taux de semis parce que c'est un petit peu trop dense. Et l'idée, c'est que à l'automne, moi, ce que je dis aux gens, faites juste couper vos plantes qui vont avoir poussé durant la saison le plus tard possible et faire en sorte de laisser tous les débris sur place parce qu'il y a des semences qui sont fort possiblement dans ces débris-là et on veut qu'ils se retrouvent au niveau du sol. Et l'idée, c'est de laisser la nature faire son œuvre. Il y a des erreurs qui sont à éviter et bien sûr, je vais vous en mentionner une principalement et c'est la base de tout, eh bien, c'est le sol. Les gens n'osent pas investir les montants qu'il faut au niveau du sol, c'est-à-dire de travailler le sol, et c'est ce qui nous permet d'avoir véritablement un succès. Donc, quand on fait l'ajout de matière, que ce soit un terreau, que ce soit du compost, faites surtout attention à la provenance, parce qu'avoir une terre ou un compost aseptisé, c'est impossible. Donc, dans le meilleur des mondes, on fait affaire avec des fournisseurs qui vont nous offrir des produits de plus grande qualité pour éviter d'avoir des problèmes d'indésirables, qu'on va appeler indésirables, mauvaises herbes ou adventices, qui pourraient s'implanter dans notre projet. Et la quantité. Ah oui, là, ça revient souvent. Ouais, mais c'est-tu correct si je mets juste 10 millimètres parce qu'on n'a pas de budget? Ben, moi, je fais souvent la comparaison.
quand on va bâtir une maison, quand on va bâtir un édifice, quelle est la partie la plus importante pour que ce bâtiment-là reste des années droit et solide? Eh bien, c'est la fondation. Ben, je reviens encore au même concept que si on ne prend pas la peine d'investir adéquatement dans le sol, eh bien, on n'aura pas un résultat qui va perdurer dans le temps. Donc, la profondeur dans un monde idéal, oui, croyez-le ou non, ça serait de 300 millimètres. Donc, on parle de 30 centimètres de sol meuble. Je parle pas de l'ajout de nouvelles terres, mais de travailler le sol adéquatement pour pouvoir avoir de quoi qui va pouvoir perdurer dans le temps. Bon, mais on va aller voir des petites photos qui vont nous permettre de comprendre un petit peu à quoi ça peut ressembler. On en voit ici dans le parc Maisonneuve qui a été fait dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est un mélange qui a été fait uniquement de fleurs annuelles pour donner un aspect vraiment punch dès le départ. On en a fait également au siège social de Gloco, mais j'ai aussi l'arrondissement de Ville d'Anjou qui avait fait, eux autres avaient décidé de faire un mélange de certains de nos mélanges qui composaient davantage annuels et l'autre était annuel ou vivace. Donc ça, c'en est quelques photos. On a également aussi, encore là, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, un mélange qui, nous autres, on appelle le mélange bucolique. Et on le voit aussi au siège social de Gloco, un autre mélange qui a été implanté là. Pas un autre mélange, mais le même mélange qui a été implanté, mais à différents stades qu'on voit bien sûr. Donc, les photos, c'est le fun, ça parle d'eux-mêmes. Il y a différentes variétés qui avaient été faites dans le Bas-Saint-Laurent, dans une ferme qui s'appelait L'Ensablé, une ferme de fleurs. On le voit même dans des sols qui sont relativement simplistes, c'est-à-dire quand même assez sablonneux. On peut avoir des belles réalisations. Puis on a également la ferme Guyon qui, sur la rive sud de Montréal, qui nous avait partagé des photos de ce qu'ils avaient implanté sur leur terrain. Et encore là, au niveau du siège social de Gloco. On en voit un autre, un mélange qui est de pré-fleuri, mais additionné celui-là de graminées. Eh bien, on voit le résultat de ce que ça peut donner. Puis, on le voit à la deuxième année. Il y a quelques vivaces, mais surtout, la deuxième année, vous devez comprendre que c'est les bisannuels et les vivaces qui vont fleurir. L'autre élément qu'il faut comprendre, et c'est important de le comprendre en arrière de tout ça, c'est que le visuel va être vraiment différent de la première, la deuxième et la troisième année. Parce que la première année, on a un impact qui est wow par les fleurs annuelles, mais la deuxième année, on va avoir les bisannuelles et certaines vivaces qui vont fleurir parce que certaines vont demander un petit peu plus de temps, peut-être une stratification un peu plus longue. Fait que le visuel va être changeant, mais va être différent, mais pas moindrement beau. Il va être juste différent. Et ça, faut l'expliquer au client parce que dans bien des cas, il va s'attendre à avoir un copier-coller d'une année à l'autre. Donc, la première année, on parle des fleurs annuelles. La deuxième année, on va avoir les fleurs vivaces et les bisannuelles qui vont s'installer. Puis, si on met, bien sûr, on revient faire un sursemis, bien, on va avoir des annuelles aussi sur la deuxième année où il va en avoir quelques-unes qui vont être ressemées naturellement. Puis, il va y avoir des vivaces, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, qui vont avoir besoin d'une stratification un petit peu plus longue pour pouvoir germer. Maintenant, on va aller voir les prairies à long terme. Les prairies à long terme, qu'est-ce que c'est? Nous autres, dans notre langage, dans l'entreprise que je travaille chez Gloco, on appelle ça des herbiaux-prairies. Mais pourquoi on ferait ça, une prairie à long terme? Eh bien, c'est simple. Ce qu'on veut, c'est de permettre de naturaliser un espace. On veut bien sûr créer une biodiversité, mais que ça soit présent pour plusieurs générations, donc pour les générations futures. Et on veut convertir un terrain vague, un espace vague en milieu qui va être plus fleuri. L'idée derrière tout ça, c'est d'investir sur le long terme. Maintenant, il va y avoir des sélections qui peuvent être choisies. Là, Cynthia pourra partager le guide que je vais vous mentionner, mais nous autres, on a des mélanges, environ une trentaine de mélanges, mais il existe également la même chose chez différents de nos compétiteurs qui peuvent offrir d'autres types de mélanges qui sont aussi bien adaptés au climat ici du Québec. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans le catalogue que Cynthia va pouvoir vous partager, il y a beaucoup d'éléments qui vont être repris et qui va être plus détaillé de ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Bon, les choix vont être influencés par des éléments qui sont très importants de comprendre parce que faut y aller en fonction du positionnement du titre. Est-ce que je suis sur un terrain plat? Est-ce que je suis sur une colline? Est-ce que je suis près d'un meuble? Parce qu'on a vu un projet à Montréal où il y avait un choix d'un mélange qui avait été fait, mais on n'a pas tenu compte de l'ombre qui était faite par les meubles qui avaient quand même 35 étages. Et ça, c'est une ombre qui va être permanente. Donc, faut y en tenir compte. Est-ce qu'on est sur un champ d'épuration? Est-ce qu'on est sur une butte? C'est toutes des
positionnement qui fait en sorte qu'on va choisir notre mélange en tenant compte de cette réalité-là. Mais aussi du type de sol. Est-ce qu'on a un sol sablonneux? Est-ce qu'on a un sol qui est limoneux ou argileux? Et bien sûr, je parlais de l'ensoleillement. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on va être à l'ombre sans nécessairement en tenir compte, mais que ce ne sera pas nécessairement juste des arbres ou des arbustes qui vont créer de l'ombre, mais peut-être des bâtiments? Et bien sûr, faut faire attention. Il peut y avoir des plantes. Ici, j'ai mis adventives, mais ça serait adventice parce que je me suis fait challenger un petit peu à ce niveau-là. Une erreur que j'ai faite. Mais la présence de plantes exotiques envahissantes, ça va être à proscrire. Faut faire attention, faut en tenir compte. On en a plusieurs au Québec qui sont présentes et faut apprendre à travailler avec ça. Mais le but aujourd'hui, c'était pas d'élaborer sur ce sujet-là. Moi, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'on va choisir un mélange en fonction de l'environnement qui est existant. Et non prendre un mélange puis dire, je vais l'implanter là parce que c'est ce type de plante-là que je vais avoir. La nature parle d'elle-même, donc il faut partir à la base avec ce que la nature nous offre. On va choisir le mélange en fonction du type d'emplacement ou de sol qu'on va avoir. Il va y avoir des préparations et de l'installation au niveau des prairies à long terme. Donc, si on y va, eh bien, encore là, je vais vous référer au guide et je veux faire une petite mention. Il existe une formation qui est donnée également par l'équipe de Gloco. Puis, c'est pas de faire une publicité, mais si vous voulez avoir de l'information supplémentaire, c'est partie du guide que Cynthia va vous partager le lien, mais la biodiversité florale et herbio prairie. C'est une formation qui se donne sur une durée d'environ entre 2 heures et 3 heures selon le nombre de questions qu'il peut y avoir. Fait qu'on ne pourrait pas en parler aujourd'hui adéquatement sur une période seulement de 45 minutes. Et que ce soit aussi pour les plantes adventices. Par contre, je veux revenir sur un point très important. La préparation du sol, c'est la fondation du projet. Si on ne prend pas le temps de préparer adéquatement le sol, malheureusement, si on ne travaille pas le sol pour éliminer les mauvaises herbes ou les adventices qui sont présentes là, eh bien, on risque d'avoir un résultat qui va être très décevant du fait que dans la banque de sol, il existe naturellement beaucoup de semences qui des fois dorment depuis de nombreuses années et qu'en travaillant légèrement le sol ou en amenant un apport supplémentaire d'humidité pourrait faire en sorte de se mettre à pousser et de venir jouer au travers de ce qu'on veut implanter. Donc, faut prendre le temps, faut comprendre qu'on doit travailler le sol en amont pour pouvoir avoir un résultat qui va perdurer dans le temps. Si on ne le fait pas, je vous le dis, on en voit plusieurs projets qui, dans beaucoup de cas, c'est devenu un véritable champ de mauvaises herbes parce que la nature a repris sa place et c'est les plantes qui étaient déjà là sur le sol qui ont repris leur position et ce qu'on a voulu implanter n'est pas réussi à prendre sa place. Dans l'idée de tout ça, je vais vous faire comprendre qu'on a aussi l'ajout d'une plante abri. C'est quoi une plante abri pour que certains puissent comprendre? Je vous ai mentionné tantôt quand on parle dans des prés fleuris de court et moyen terme, eh bien, on utilise les fleurs annuelles qui peuvent végétaliser rapidement l'espace puis éviter qu'il y ait d'autres plantes qui s'installent là. Eh bien, la plante abri ici, nous autres, ce qu'on utilise, c'est une plante qui est annuelle. Dans notre cas ici, nous autres, ce qu'on propose beaucoup, ça va être du raygrass. Le raygrass annuel qui va venir faire une compétition rapide avec peut-être des semences naturellement présentes dans le sol et qui va végétaliser rapidement, créer une certaine ombre, donc garder l'humidité au niveau du sol, qui va permettre aux plantes de bien prendre la place, celle qu'on a voulu choisir, qu'on a voulu le mélange mettre sur place. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de sortir une après l'autre. Peut-être qu'en avançant, ça va y répondre. Sinon, juste les garder, puis je vais y répondre à la fin complètement. Donc, dans l'ensemencement manuel, c'est l'ensemencement que nous autres, on propose quand on veut faire des mélanges qui vont être sur des longues périodes, donc ce qu'on appelle des prairies. Eh bien, je vais vous présenter un mini vidéo qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce que c'est. On voit deux photos qui sont là. Eh bien, la photo est simple, c'est que nous autres, on utilise le brandy, OK, qui est un véhiculant, le brandy ou de la ribe de bois, appelez-le comme vous voulez, qui va servir de véhiculant sur lequel on va l'utiliser pour pouvoir l'étendre sur la surface à laquelle on veut végétaliser éventuellement. Et vous allez voir, c'est très simple parce que dans des mélanges qui sont faits sur du long terme, quand vous les recevez, et vous allez le voir dans la vidéo, chaque mélange, s'ils contiennent
32 ou 37 espèces différentes, mais on va avoir 32 ou 37 petits sachets individuels de chacune de ces semences-là. L'idée, c'est de toutes les mettre ensemble sur le brandy, de les mélanger et de les répartir uniformément. Mais ce qu'on voit sur la photo en haut à votre droite, eh bien, c'est les semences qui collent sur le brandy qui nous permet d'avoir une dispersion qui est beaucoup plus égale à la grandeur du terrain. Donc, c'est le type d'ensemencement que nous autres, on préconise et je vous amène aux petites vidéos. Donc, comme vous allez le voir, c'est simple, on travaille le terrain. Y es-tu parti? Oui. On travaille le terrain en amont. On a travaillé le terrain pour éliminer le plus possible les mauvaises herbes. On a éliminé tout ce qui pouvait venir nuire à l'implantation. Et ce travail-là peut se faire sur une saison complète avant. On utilise le brandy, donc les copeaux de bois. On va les étaler et on va les humidifier de façon à aller chercher une humidité légère, mais jusqu'à temps qu'il y ait assez d'humidité qui puisse couler de ces brindilles-là quand on les presse conformément. On va faire un petit peu comme un monticule plat pour recevoir les semences. Fait que vous allez voir, quand les gens reçoivent les semences, eh bien, ils sont tous dans une boîte avec des sachets individuels. Fait que comme je le mentionnais, si on a une trentaine de plantes, eh bien, on va avoir une trentaine de sachets. On va les étendre uniformément sur le plateau qu'on a fait initialement avec le brandy. On va s'assurer aussi d'incorporer notre plante abri, qu'on parlait ici, le ryegrass, qu'on vend en plus grande quantité. Et là, l'étape cruciale, c'est de bien mélanger ça pour arriver à avoir un mélange qui va être complètement uniforme. Fait qu'on prend le temps de le mélanger, de le remélanger et faire ensuite d'avoir un produit qui va être très uniforme comme on le voit sur la vidéo. Et on le voit, les semences collent très bien sur le brandy. Donc, c'est une façon très simple de pouvoir permettre de l'étendre. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on le met dans des chaudières, dans une brouette. Faites-le comme vous voulez, mais les chaudières sont très utiles. Et là, on va pouvoir l'étendre à la volée. Ici, on voit, on avait quand même un terrain d'environ 40 000 pieds carrés, qui est quand même considérable, et ça nous permet visuellement de voir partout ce qu'on l'a implanté. Ce mélange-là a été fait à l'automne, très tard, et croyez-le ou non, 2 jours plus tard, il y avait une tempête de neige, on avait plus de 15 à 20 centimètres qui étaient tombés. Fait qu'on l'a fait en période de dormance. Maintenant, il y a des gens qui ont tendance à utiliser l'ensemencement hydraulique. Nous autres, on ne le recommande pas. Ce n'est pas ce qu'on suggère pour la raison très simple, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps que quand les gens l'utilisent, il faut qu'ils portent une attention particulière à mettre ce qu'on appelle le pays ou la cellulose sans agent liant. Parce que malheureusement, il y a des semences de fleurs qui ont parfois de la difficulté à passer à travers cette barrière-là et ça ne donne pas les résultats auxquels on s'attend. Donc, la technique que je vous ai présentée en amont va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Encore là, si jamais vous utilisez la technique de l'hydroensemencement, je reviens à mentionner ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Il faut s'assurer de vraiment rincer le réservoir pour faire en sorte que si les minuscules semences sont collées sur la paroi de la citerne, de pouvoir les ramener sur le terrain. Mais ce qu'on recommande davantage, c'est de le faire de façon manuelle. Bien sûr, il va y avoir des entretiens à faire par la suite parce que, comme on le dit, c'est pas sans entretien, c'est moins d'entretien, mais le temps d'implantation, on parle ici de 2 à 3 ans. Dans le meilleur des cas, c'est 3 ans. Donc, on va avoir à faire une fauche. Et là, une façon simple de savoir le meilleur moment pour faire une fauche, je dirais que majoritairement, c'est en même temps que l'ouverture des bourgeons de l'érable à sucre, le fameux Acer saccharum, au printemps. C'est une période qui varie, bien sûr, d'avril à mi-mai, selon le climat ou surtout selon la région du Québec. Il faut faire un fauchage pour pouvoir s'assurer de contrôler les mauvaises herbes parce que bien évidemment, il y a des mauvaises herbes qui vont sortir, mais dans certains cas, ce sont des annuelles. Exemple, si on prend l'herbe à poux, eh bien, on veut s'assurer de la couper avant qu'elle puisse monter en fleurs et se ressemer. Et ça va être selon les conditions de 1 à 3 fois par saison. Il va falloir marcher le terrain, il va falloir l'inclure dans la possibilité du devis d'avoir des travaux à faire par la suite et on va le faucher à une hauteur d'environ 15 à 20 centimètres pour permettre aux plantes qu'on va avoir semées de se densifier avec le temps, mais faire en sorte qu'ils vont pouvoir prendre leur pleine place sans avoir des mauvaises herbes, des adventices qui vont venir y nuire. Et l'objectif de tout ça, ben, c'est de les contrôler le plus possible le temps que le mélange s'implante. L'idée, c'est d'éliminer les espèces nuisibles pour la pérennité du projet.
Mais là, attendez, vous allez voir des photos de ce que ça peut donner, parce que les photos parlent d'elles-mêmes. Eh bien, si on regarde la photo de gauche, c'est un projet qui a été réalisé. Et la première année, on a tendance à dire d'une façon un peu humoristique, faut avoir la foi, parce que ça ressemble à peu près à rien. Bien sûr, les photos n'ont pas été prises à la même période d'une année à l'autre, mais on voit que la deuxième année, quand même, ça prend forme, qui est la photo du centre. Et la troisième année, elle a été prise un petit peu plus tard en saison, mais on voit qu'il y avait quand même, encore là, bien sûr, on avait des rudbeckies, il restait un petit peu d'échinacées, on avait les aztèques qui commençaient à prendre place, et il y avait le solidago au travers de tout ça. Donc, c'est à la troisième année qu'on a le plein potentiel. Mais la beauté en arrière de ça, c'est quand on va avoir des résultats, ça a l'air anodin, mais on attire nos pollinisateurs et on en connaît l'importance. C'est là où ça prend sa pleine capacité. Et on voit, au bout de la troisième année, ce que ça a donné. Les variétés ont vraiment pris leur place, se sont installées. J'aimais bien la petite photo ici, puis Olivier, avec qui je suis dans le comité de la SQP, il dit ça parle de lui-même. On a des pollinisateurs naturels qui s'installent dans les prairies qu'on va incorporer dans les différents projets. Encore là, on a des exemples de projets qui sont sur le long terme. Ici, on a l'exemple d'un papillon hémillifère qui avait été fait et c'est un projet qui a été fait chez une consommatrice qui nous a partagé des photos. Et là, ici, on était à la sixième année de croissance. Ça qu'on voit qu'il y a un plein potentiel en arrière de tout ça. On le voit une autre réalisation qui a été faite. Lui, ça a été semé en 2022, puis on voit la deuxième année de croissance de ce que ça donnait. Et ici, contrairement à ce que des fois les gens y pensent, ah, finalement, il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a rien, ben, la personne, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de plantes qui étaient dominantes, ben, beaucoup. Il y en avait 5 qui étaient dominantes et possiblement que dans le terreau de Remblai, il y avait de la présence de mauvaises herbes, de semences de mauvaises herbes soit là ou qui était présent déjà sur le site. Fait qu'on voit qu'il y a une partie des fleurs qui proviennent directement du site par rapport au fait que la banque de semences, ça n'a pas été éliminée au maximum en faisant les travaux qui sont recommandés dans le guide d'implantation que je vous parlais un petit peu plus tôt. On y va avec, bien sûr, les conditions gagnantes. C'est terriblement simple, mais c'est quand même important à les comprendre. Faut définir les besoins. Est-ce qu'on veut un projet qui va être de court à moyen terme? Est-ce qu'on veut un projet qui va être sur le long terme? Donc, les techniques sont un petit peu différentes. La base, préparer le sol, donc prévoir au devis les bonnes étapes, que ce soit le avant, bien sûr au moment de l'implantation qui est le pendant, et surtout le après. Faut les inclure dans le devis pour faire en sorte que ça perdure dans le temps. Et surtout comprendre, mais je dirais faire comprendre que le choix de toutes ces étapes-là sont importantes, que le choix des bonnes plantes, que ce soit horticole ou que ce soit indigène, c'est important, mais surtout d'amener le côté visuel qui importe pour l'acceptabilité sociale. On en parle d'acceptabilité sociale? Ouais. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est de rendre le tout acceptable. L'importance de tout ça, là, c'est peut-être de faire en sorte que ça passe par des choix qui vont plaire à une plus grande majorité de gens. Des choix qui vont être là pour le bien de tout le monde, mais surtout pour le bien de la nature également. Je reviens à ma question de base. Indigène ou horticole? C'est à vous que reste le choix, mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'amener le questionnement puis de vous amener à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut véritablement avoir sur nos projets, surtout avoir quelque chose qui va être accepté par l'ensemble des citoyens. Merci. J'imagine qu'il y a eu certaines questions que j'ai vues passer, mais que j'ai pas pu y répondre, donc je vais arrêter le partage. Je sais pas si tu veux commencer par le chat ou les questions-réponses. Euh, OK. Pour ce qui est, ben, je vais commencer par le chat, là. Je vais y aller au tout début. Est-ce que nous autres, chez Gloco, on offre des panneaux d'identification? Non, mais on peut vous donner des exemples. Vous avez juste à me contacter. Vous allez pouvoir me contacter à bchabotgloco.ca. Je vais pouvoir vous donner des exemples de ce qui a été fait ou parler un petit peu de ce que certains ont fait. Au niveau de la recommandation des arrosages dans le semis est faite à l'automne, eh bien, quand on fait un semis de dormance, donc, exemple, on le ferait aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arroser parce que le sol étant froid,
va permettre à la semence de rester en dormance et elle va pousser au printemps suivant quand les conditions vont être bonnes. Mais si on arrive au printemps, il faut tenir compte que si on n'a pas de pluie, parce que là, depuis quelques années, on a des printemps qui sont assez particuliers, là. Ça part vite, mais qu'il n'y a pas nécessairement d'eau. La neige fond rapidement. Mais oui, ça se peut qu'on va avoir à faire de l'arrosage. Donc, à ce moment-là, on va conseiller de faire encore là 2 à 3 semaines d'arrosage. Ici, OK, c'est une bonne idée, les panneaux d'indication. Euh, la stratification naturelle, oui, c'est l'hiver. Donc, est-ce qu'on doit arroser davantage au printemps? Ben, je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est qu'il va falloir regarder la saison, comment elle se déroule. Fait que moi, je vous dirais, mettez-le à votre devis. Assurez-vous que la personne qui va être en charge du projet, si on le met pas au devis, puis on lui dit par la suite, il faut arroser, il va dire, ben, c'était pas marqué, fait que j'ai pas besoin de le faire. Je pense que vous connaissez très bien la chanson, là. Fait que mettez-le pour que ça soit pas contredit à ce niveau-là. OK. Et là, ça revient à tout ça. Oups, là. Bon, s'il n'y a pas d'arrosage requis, attends, c'est parce que c'est comme s'il redescend. Oui, l'hiver va faire son travail, effectivement. Fait que toi, tu as remis le catalogue. À quelle page du guide mentionne-t-on la formation? Vous allez avoir la formation, vous me contacterez si vous avez besoin de formation supplémentaire, là, vous pourrez me contacter. Est-ce que l'air terrestre est assez volumineux aux alentours? Je vous dirais, c'est Sylvie qui a envoyé ça. Sylvie, peut-être juste me contacter pour voir par rapport à la question. Là, ça va être plus facile de regarder ça ensemble. Qu'est-ce que la méthode recommandée pour semer dans les milieux à risque d'inondation? Encore là, ça c'est Vanessa Audet. Je vous dirais de me contacter là, parce que ça va être du cas par cas. Là. Il peut y avoir différentes techniques qui peuvent être utilisées pour ça. Le lit du glin me mène à une page blanche. Ah, ça se peut-tu que ça fonctionne pas? Moi, ça marche, mais il y avait comme une protection si t'es avec un VPN ou quelque chose, là. Ouais, ça se peut. OK. Fait que Mais si vous n'êtes sinon, pas j'ai capable remis d'avoir le le lien de lien, YouTube. Ouais. ouais, c'est ça, il y a le lien YouTube, puis vous pouvez le trouver sur gloco.ca. Vous allez voir, il est disponible sur le site Internet. Le catalogue est disponible là dans l'onglet Produits professionnels. Est-ce que les agents liants de l'hydroensemencement ont le même effet sur les semences à gazon? Non. Sur les semences à gazon, les agents liants n'ont pas d'effet qu'on peut retrouver sur les fleurs, ben, du moins pas à ma connaissance, là, à moins que quelqu'un ait entendu parler d'autre chose. Mais présentement, non. On a vu plein de projets qui ont été faits avec des agents liants dans des situations assez en pente puis que ça a donné des bons résultats. Couper la mauvaise herbe, elle va repousser. C'est quoi la meilleure manière d'éliminer de façon définitive? Ben écoute, souvent c'est de la couper, de l'enfouir. Ça, si on fait le travail avant. Encore là, dans la formation, on en parle un petit peu plus en détail, mais l'idée, c'est d'éviter, surtout si c'est une annuelle, qu'elle puisse monter en graines et se ressemer naturellement. Les vivaces, à un moment donné, ça peut être un travail plus mécanique ou manuel qu'on va faire qui, encore là, c'est du cas par cas, mais il faut avoir à travailler selon le cas. Pourquoi recommander un 2 fauchages par année pour contrôler les plantes indésirables? De notre côté, nous avons procédé à un arrachage des herbes à poux. Oui, mais quand on veut faire l'arrachage d'herbes à poux, il faut comprendre que si on arrache, eh bien, on peut aussi arracher des jeunes plantules qui ont commencé à s'implanter, c'est-à-dire celles qu'on a mis dans notre mélange. Fait que dans certains cas, c'est mieux de les couper à 2, 3 reprises dans la saison, plus que de les arracher parce qu'on peut venir nuire à notre banque de sol que nous autres, on vient de mettre là. Fait que c'est pas sûr que c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Si c'est coupé très court, encore là, il faut faire attention parce qu'on peut venir nuire à certaines plantes vivaces qu'on veut permettre de s'implanter et qui pourraient faire en sorte, elles aussi, de disparaître. Quelle proportion doit-on prévoir en Branty? Existe-t-il une règle de proportion? Oui, il y a une règle de proportion. Ça, c'est François Haynes. Peut-être m'envoyer un courriel. Là, je ne l'ai pas sous la main, là, mais il y a une proportion qu'on va vous recommander par rapport à ça. L'effet limitant de l'agent liant pour certaines mini-semences vivaces annuelles n'est pas prouvé. Non, effectivement, c'est pas encore prouvé. C'est ce que nous autres, on a vu présentement. Puis, il n'y a rien de scientifique en arrière de ce que je vous ai mentionné. C'est juste nos observations au travers de tout ça.
Le brandy, l'utilisation. Ah, voyez-vous, ben, gars, j'ai quelqu'un ici qui l'a partagé. Là. Eux autres, ils disent qu'ils mettent un ballot de 3,25 pieds cubes pour plus ou moins 300 mètres carrés. Je pense que c'est ça, mais il faudrait valider là, pour être certain. Je ne veux pas donner quelque chose que j'ai pas sous la main, là. Est-ce qu'on peut avoir cette présentation-là en PDF, mais quand vous prenez la formation, j'ai pas de problème à vous le laisser. Par contre, là, celle-là ici, je la garde pour les SQP, là, principalement. En stratification, oui. Bon, il y a des semences qui demandent des stratifications. Le fait de le planter à l'automne, vas-tu empêcher d'avoir 3 ans d'implantation? Pas nécessairement. Puis ça, c'est la nature qui décide. Fait que j'aime mieux vous dire non. Ça prend 3 ans d'implantation pour que la majorité de ce qu'on va avoir mis là, que ce soit nos mélanges, que ce soit de nos compétiteurs, là, on s'est rendu compte que ça prend véritablement 3 ans pour pouvoir avoir un bon résultat. Pourquoi il y a toujours des graminées dans les mélanges? Eh bien, ça, c'est un choix. Sauf que les graminées vont souvent végétaliser puis vont venir complémentarité ce que les vivaces et les annuels ne viendront pas remplir. Donc, à ce niveau-là, c'est un choix pur et simple. Il y en a dans les premiers mélanges que je vous ai parlé qui étaient plus du moyen court terme, c'est uniquement des annuels, des vivaces et des bisannuels. Ceux-là n'ont pas de graminées dedans. Fait que les deux possibilités sont là. Pouvez-vous recommander un couvre-sol indigène pour remplacer le gazon? Non, j'en ai pas encore. L'industrie est en train de travailler là-dessus, puis là, ça peut être un autre débat, là, mais présentement, il n'y a rien encore qui est indigène qui remplace le gazon, mais encore là, ça dépend. Est-ce que pour vous, du lierre terrestre peut remplacer le gazon? Est-ce que de la fraise sauvage peut remplacer du gazon? C'est un questionnement à avoir, mais non, j'ai rien de spécifique dans des plantes indigènes qui remplacent le gazon. Le gazon a quand même sa grande utilité. Pourquoi la germination des horticoles sont-ils plus élevées que les indigènes? Parce qu'on est capable, avec les producteurs, d'avoir des contrôles à ce niveau-là, puis ils vont sélectionner des variétés et ils vont faire même des tests de germination, ce qui n'est pas nécessairement encore tout fait avec l'ensemble des indigènes. Il y en a qui le font, mais la disponibilité fait que c'est encore très restreint. Fait que oui, il y en a des producteurs avec qui on fait affaire qui sont capables d'avoir un pourcentage de germination sur les indigènes, mais on sait qu'il y en a des petits des fois qui ne le feront pas. Donc, ça amène un petit peu plus d'incertitude. Là, OK, mélange vivace. Est-ce qu'on peut faire un mélange de vivaces plantées et de mélange de semences? C'est plus ou moins clair les questions. Un mélange de vivaces plantées. Est-ce qu'on peut mettre des vivaces plantées? Oui, et venir rajouter, si je comprends bien, venir semer au travers de tout ça? Oui, mais il faut aussi tenir compte de la grandeur, de la grosseur de chacune de ces plantes-là. Fait que si vous partez d'un seul anus, c'est facile de vous dire dans les mélanges combien on va en mettre de kilos à l'hectare, mais si vous avez des vivaces que vous plantez, puis vous en intégrez d'autres au travers de tout ça en semis, c'est moins évident à calculer, bien évidemment. Je pense que ben, je vais laisser parler Juliette Patterson, justement, si Oui. c'était la bonne question. Puis après ça, on va faire l'autre question verbale, Non, puis c'est aller dans bon, les. ça répond à ma OK, question. Ça a OK, répondu à la parfait. question? OK. Ouais, merci. Bon. On peut prendre la question de Roxane Bernier, puis après ça, faire les questions-réponses, parce que sinon, je pense qu'on finira jamais les questions. Oui, exact. On t'écoute, Roxane. Il va falloir ouvrir le micro. Oui. Est-ce que c'est moi qui l'entends pas ou... Non, c'est juste que le micro est fermé. J'ai- Elle est peut-être pas là. Il est peut-être plus là, hein, c'est ça. Donc, je sais pas si ça a répondu. Avez-vous des inventaires après 3 4 ans pour évaluer le succès de l'implantation des espèces semées versus des espèces adventices? Vous faites des inventaires. Non, on n'a pas fait parce que malheureusement, souvent, on entend parler des gens qui commandent les semences chez nous, mais on voit pas les projets par la suite. Ils nous disent c'est pour un projet X, ils nous nomment le projet, mais on ne sait pas nécessairement où ce que c'est. La date, on n'a pas eu la chance de voir les résultats sur beaucoup de projets et s'assurer que
on a des résultats impeccables. Il y en a deux, trois projets que mon collègue Michel a chapeauté puis qu'on a pu voir qui ont fait le travail, mais c'est du cas par cas. Fait que dans certains cas, il y avait-tu une banque de semences qui était plus présente dans le sol et dans d'autres cas, moins. C'est toujours différent d'un terrain à l'autre, hein. Puis vous savez que peu importe le mélange, si je prends le mélange X numéro un et je le mets sur trois terrains différents, même si c'est le même mélange, possiblement que je vais avoir trois résultats différents parce qu'il y a trop d'éléments qu'on contrôle pas. Soit la nature du sol, soit l'entretien qui va être fait, ou encore là, l'ensoleillement, l'arrosage. Bref, il y a plein d'éléments qu'on contrôle pas. Mais si oui, c'est à la base, c'est le même mélange, il peut se ressembler, mais il ne sera jamais identique. C'est la nature qui en décide. Je sais pas si tu veux, si tu vois les questions dans Q et A en bas. Oui, là, je vois dans le coin Hmm. de Saint-Irénée, près du chemin de fer. Est-ce que c'est vos mélanges? Là, je pourrais pas répondre. Ça, c'est pour Hmm. Sylvie Séguin. Aucune idée. Faudrait voir c'est qui a fait le projet. Peut-être qu'on peut l'avoir. Donc, moi, je vous dirais, si vous avez des questions, si vous voulez des formations supplémentaires, vous avez mes coordonnées, mais je peux les redonner. Là, Cynthia l'avait partagé, là, mais c'était Ouais, je l'ai mis. Ouais. bchabot@commercialgloco.ca. Fait que j'espère que ça va avoir répondu à certains de vos questionnements, mais surtout de vous amener à la réflexion. Merci d'avoir été aussi nombreux à la présentation. C'était le fun de voir qu'il y avait beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Fait que, à la rigueur, on va vous voir à Saint-Hyacinthe, hein, au Salon Québec vert. Venez nous voir, venez partager avec nous vos bonnes idées ou vos différents projets. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Ouais. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, mais dans le fond, vous pouvez envoyer vos questions à Bruno et il va pouvoir vous répondre par la suite le plus possible. Oui. Donc, Merci, merci Cynthia. beaucoup. Merci beaucoup. C'était un webinaire vraiment très instructif. Puis, merci à tout le monde d'avoir été avec nous en si grand nombre. On a vu l'enthousiasme pour cette thématique aujourd'hui. Donc, aussi, notre prochaine activité, mais ça va être la formation sur les pratiques exemplaires en arboriculture pour la lutte aux îlots de chaleur. Donc, vous pouvez vous inscrire à notre infolette pour avoir toutes les informations pour nos prochaines activités. Aussi, ben, on aimerait vous inviter, pour ceux qui ne sont pas déjà, à devenir membre de la SQP. Hmm. Dans le fond, vous pouvez avoir un accès exclusif puis des tarifs préférentiels pour toutes nos activités, les formations, les colloques. Puis, ben, surtout, avoir un accès exclusif aux formations, ben, aux webinaires. Dans le fond, vous pouvez les revoir en rediffusion. Et ben, ça coûte seulement 50 $. Donc, en terminant, on remercie aussi chaleureusement nos partenaires qui est Desjardins, les membranes Hydrotech, EXP et Rousseau Lefebvre. Donc, merci beaucoup à tous les participants et on espère vous revoir pour notre prochaine formation. Et bonne journée à tout le monde. Merci, Cynthia. Merci tout le monde. Bon Merci. week-end.